Comment minimiser notre trace et notre impact sur notre environnement? C'est une question qui, depuis longtemps, résonne dans les têtes et interroge les hommes du monde entier. C'est une question qui, encore plus aujourd'hui qu'hier, est au centre de débats économiques et politiques. Les sujets touchant de près ou de loin au réchauffement climatique sont, depuis une vingtaine d'années, revenus sur le devant de la scène mondiale et continuent de faire couler beaucoup d'encre. Au centre de cette problématique, toujours la même question. Comment éviter que l'activité humaine ait une influence trop néfaste autour de nous? Beaucoup de pays se tournent désormais vers une rationalisation des ressources et une transition énergétique. L'objectif serait de passer d'énergies fossiles et polluantes vers des sources vertes et responsables de l'environnement. De nombreuses techniques tendent à se développer en ce sens et permettent d'entrevoir une réelle évolution au niveau de notre consommation d'énergie. Parmi elles, le biogaz. Grâce à lui, les déchets que nous pensions inutilisables retrouvent une fonction nouvelle. L'Allemagne est aujourd'hui le plus gros producteur européen, mais qu'en est-il dans le monde? Le biogaz porte en lui bien des espoirs et relève de nombreuses qualités. Mais est-ce vraiment une solution viable pour un avenir sans pollution? Dans un premier temps, il convient de parler d'où proviennent les substrats utilisés et les définir. D'où viennent-ils et que sont-ils? Dans le cas du biogaz, la source primaire employée est la biomasse. Mais qu'est-ce que c'est concrètement, la biomasse? Ce terme définit la matière organique provenant aussi bien des animaux, des végétaux, mais également des bactéries. Ces substrats sont appelés biodéchets, puisqu'ils sont tous, originellement, biodégradables. Ils sont regroupés dans deux catégories majeures, les boues, à savoir les déchets de stations d'épuration, et les déchets dits verts, issus de l'industrie agricole. Ce dernier groupe se précise lui en deux types de substrats. Les déchets solides, par exemple les restes de culture et autres résidus agricoles et alimentaires, et les déchets liquides qui sont composés de lisiers et boues diverses. Dans tous les cas, les matières seront brassées et homogénéisées avant d'être stockées. C'est alors que va débuter le processus de méthanisation, qui sera détaillé plus tard. Ce processus digérera les substrats et les transformera en gaz utilisables. Il est indispensable que la biomasse soit hermétiquement contenue dans le digesteur, sans quoi les micro-organismes responsables de la méthanisation ne pourront subsister. Mais qui sont-ils au juste, ces acteurs principaux de la méthanisation? Ce sont eux. Des bactéries anaérobies méthanogènes. Le terme anaérobie signifie qu'elles n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre et colonisent donc les milieux privés de cet élément. Quant à méthanogène, il désigne la création de méthane comme produit du métabolisme de la bactérie. Lorsque la matière organique est chauffée et brassée en l'absence d'oxygène, plusieurs réactions microbiologiques précises s'effectuent dans le digesteur. Tout d'abord, l'hydrolyse. Tout commence par la dégradation des grosses molécules. Les bactéries vont dégrader les sucres à longue chaîne, les protéines ou encore les lipides complexes, sous forme de monomères. Il s'agira de réactions d'hydrolyse, qui se produiront sous l'action liée à l'eau et aux enzymes hydrolytiques. L'hydrolyse désigne la décomposition chimique d'un corps par fixation d'eau. Ensuite, l'acidogenèse. Un premier groupe de bactéries qu'on appelle les bactéries acidogènes vont transformer l'hydrolysa en un mélange d'acide, un composé neutre, de l'hydrogène et du gaz carbonique. Troisième étape, l'acétogenèse. Un deuxième groupe de bactéries interviennent.
Elles vont transformer les divers acides, composés neutres et les autres produits issus de la première transformation en éléments précurseurs du méthane. Il y aura alors apparition d'acide acétique, de dioxyde de carbone et de dihydrogène. Pour pouvoir assurer le bon déroulement de ce processus, il faut absolument qu'il y ait un transfert efficace de l'hydrogène des bactéries acétogènes aux bactéries méthanogènes. Dernière étape, la méthanogenèse. Des micro-organismes anaérobies stricts vont assurer la production de méthane lors de la méthanogenèse. Deux voies sont possibles. La première voie utilise de l'hydrogène et du dioxyde de carbone. Réaction chimique, CO2 plus 4 mol de H2 donne du CH4 plus 2 mol de H2O. La deuxième voie utilise de l'acétate. Réaction chimique, CH3COOH donne du CH4 plus CO2. Tout ceci est un processus totalement naturel qui fait partie du cycle biogéochimique du carbone. Ce qu'on appelle communément bout de steppe est défini par les déchets issus des assainissements des eaux usées. Les boues contiennent de la matière organique fermentescible. Les boues sont ensuite méthanisées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une étape de traitement biologique des ordures ménagères résiduelles. Ce grand potentiel d'exploitation a été jusqu'à récemment très peu envisagé, car les boues n'avaient jamais reçu un avis sanitaire favorable pour les valoriser sous forme de biométhane. On pensait qu'en produisant du biogaz, il y aurait une présence importante de métaux lourds ou encore plusieurs éléments très polluants. C'est la raison pour laquelle plusieurs steppes, encore aujourd'hui, ne sont pas équipées d'une installation pour la digestion des boues. Il existe aussi la codigestion, produite à l'aide de substrats différents, comme par exemple des graisses ou des lavures de restaurants. Le but est d'augmenter le potentiel énergétique et ainsi assurer les instabilités des demandes saisonnières de la population. Il faut savoir que les installations sont la plupart du temps surdimensionnées. Il faut techniquement se limiter à des substrats simples en termes de composition. Il est aussi possible d'adapter l'installation de différents substrats. Cependant, il faut avoir un système de pilotage. Attention, la codigestion accentue les aléas de pollution du digestat, produits par la méthanisation. Les mélanges d'effluents risquent d'inhiber le système où plusieurs résidus médicamenteux peuvent menacer la flore. Comme tout procédé de création d'énergie, la production de biogaz formera également des déchets résultant du processus. Dans notre cas, il s'agira du digestat. Ce dernier est une matière généralement brunâtre et de consistance variable, soit mou et pâteux, soit relativement solide. Le digestat, contrairement à la biomasse, est non biodégradable. Il se compose d'eau, de matières organiques, de minéraux, d'azote, de potassium et de phosphore. Ces trois derniers éléments sont essentiels au monde des végétaux pour leur rôle au sein du métabolisme. Le digestat peut donc être réutilisé comme engrais fertilisant sur les cultures. Ainsi, il a de nombreuses similitudes et avantages communs avec le compost. Cependant, attention à ne pas confondre les deux. Le compost est issu d'une digestion aérobie, donc en présence d'oxygène, alors que comme vu précédemment, la méthanisation est un procédé anaérobie. Comme énoncé, il existe plusieurs façons de valoriser le digestat. S'il n'est pas trop liquide, on peut lui ajouter d'autres déchets verts et le composter ainsi. En revanche, si le digestat est trop liquide, on peut évaporer son eau en utilisant la chaleur produite en excédent par la méthanisation. C'est le principe de cogénération. En 2017, selon la société Veolia, c'est plus de 7000 tonnes de digestat qui ont pu être réutilisées comme engrais naturels. À la sortie du digesteur, le biogaz n'est pas uniquement voué à sa combustion comme source d'énergie. Il peut également être injecté dans le réseau gazier et confondu avec le gaz d'origine naturelle. Le gaz naturel est quant à lui non renouvelable. Il s'agit donc d'un gaz fossile contribuant, au même titre que le pétrole ou le charbon, à une hausse drastique de la pollution atmosphérique.
En 2016, le gaz naturel participait à hauteur de 20,4% aux émissions totales de CO2 rejetées dans l'air. Ainsi, l'enjeu écologique de l'utilisation du biogaz à la place du gaz naturel est considérable. Cependant, après la méthanisation, le gaz est trop concentré en dioxyde de carbone et autres composants polluant sa qualité. Parmi eux, sulfure d'hydrogène, H2S, et des composés azotés, principalement de l'ammoniac. Toutes ces impuretés ne permettent pas au biogaz d'être directement injecté dans le réseau. De plus, son taux de méthane doit être augmenté afin de concorder avec celui du gaz naturel, à savoir 95% de CH4 environ. La composition du biogaz est étroitement liée avec les biodéchets précédemment méthanisés. Alors que des déchets ménagers ne lui rapporteront qu'environ 50% de méthane, les bouts de steppe peuvent faire monter ce taux à plus de 70%. Les déchets végétaux, composés principalement de cellulose, se décomposeront comme des glucides et n'apporteront ainsi que 50% de méthane selon la réaction ci-contre. C6H12O6 donneront donc 3 moles de CO2 plus 3 moles de CH4, soit 50% de CO2 et 50% de CH4. L'étape consistant justement à nettoyer le biogaz et l'enrichir en méthane s'appelle la purification du biogaz. Il existe de nombreuses façons, plus ou moins coûteuses, afin de valoriser ce produit. En voici quelques-unes des plus utilisées. Premièrement, le lavage à l'eau ou au glycol. Un glycol est une molécule organique composée d'au moins 2 groupes hydroxyle, OH. Ils sont utilisés comme solvants organiques. Ici, ils vont ainsi permettre de laver le biogaz de son CO2. Ce dernier étant environ 100 fois plus soluble que le méthane dans l'eau, à même température, les molécules de dioxyde de carbone seront éliminées à l'aide du solvant. Le H2S sera lui aussi retiré, puisqu'étant lui-même 2 fois plus soluble que le CO2. La deuxième option de purification est le lavage aux amines. Un amine est à la base une molécule d'ammoniac, dont les hydrogènes auront été remplacés par des groupes de carbone, notés R sur le schéma. Une installation classique de lavage aux amines comprend une colonne ayant un flux ascendant de biogaz et descendant de solution d'amine. Ces derniers vont alors réagir avec le CO2 et l'H2S. Les composés ainsi créés vont être récoltés en bas de colonne, alors que le CH4 continuera son ascension. La troisième façon de purifier le biogaz est le filtrage membranaire. Comme son nom l'indique, c'est grâce à une membrane ne permettant pas le passage du méthane que le gaz sera purifié. Les autres composés seront alors séparés du CH4 et seront éliminés. Bien sûr, ces installations relèvent d'un certain coût et possèdent chacune leur avantage et leur inconvénient. Elles réussissent néanmoins à amener le biogaz à un taux de 99% de CH4 pour les lavages et 97% pour la séparation membranaire, suffisamment pour que le biogaz puisse finalement être injecté au réseau gazier. L'Allemagne est le pays avec le plus haut taux de croissance de l'utilisation du biogaz, avec plus de 20% par année. Mais pourquoi en Allemagne et pas ailleurs? Quelles sont les causes d'un si haut développement de ce pays? C'est principalement une série de lois qui sont à l'origine du boom économique du biogaz. Et c'est en l'an 2000 que tout a commencé avec la Erneuerbare Energiengesetz, ou EEG, la loi sur les énergies renouvelables en français. Elle souhaitait promouvoir la production et l'utilisation d'énergie verte dans les futures années. Depuis lors, le nombre d'installations de biogaz n'a cessé d'augmenter chaque année, pour arriver à 9331 en fin 2017. La dernière modification de l'EEG date de 2014 et fixe les prochains objectifs en matière de consommation d'énergie renouvelable. Pour 2025, un taux de 40 à 45%, et pour l'horizon 2050, plus de 80%. En Allemagne, avant 2012, l'État autorisait et aidait les agriculteurs à cultiver des terrains uniquement dans l'optique d'utiliser les récoltes comme biodéchets pour la méthanisation. Ces plans sont appelés cultures énergétiques
et sont principalement composés de maïs, pour son rendement en méthane et son exploitation facile. Ils ne favorisent donc pas une diversité des sols. Ces derniers vont alors appauvrir et dégrader la qualité de l'environnement. De plus, l'utilisation d'engrais et de pesticides participe à cette pollution. Depuis l'interdiction des cultures énergétiques en 2012, le développement des installations de biogaz a nettement diminué. L'enjeu serait de trouver d'autres cultures facilement méthanisables pour diversifier les plants de maïs. Néanmoins, et ce malgré ces contraintes, le marché du biogaz a rapporté en 2017 un total de 9,3 milliards d'euros et a offert plus de 47 000 places de travail en Allemagne. Un tel développement serait-il possible en Suisse ? En 2017 toujours, la part des énergies renouvelables dans la consommation brute d'énergie était de 21,4% selon l'OFS. Le biogaz, lui, n'occupait que 2,2% de cette part, bien que chaque année, le nombre d'installations augmente de quelques dizaines. De 209 en 2010 à 333 en 2017. Cependant, le pourcentage de biogaz dans le réseau gazier national reste très faible, 1,7% seulement. Le biogaz purifié étant confondu avec le gaz naturel dans le réseau, un acheteur de biogaz ne recevra qu'une infime partie, voire aucune part du biogaz acheté. Comme le signale l'entreprise Groupe E sur son site internet, les clients achetant du biogaz bénéficient d'une plus-value écologique, mais reçoivent le même mélange que le voisin qui ne consomme que du gaz naturel. Néanmoins, ils permettent à l'acheteur de recevoir un certificat attestant l'achat du biogaz, ainsi que sa mise en réseau. Bien que la taxe sur le CO2 diminue avec l'achat d'une part plus élevée de biogaz, il reste nettement plus cher que le gaz naturel. Pour un ménage consommant 20 000 kWh par an, la facture sera de 1 830 francs pour 100% de biogaz et sera de 1 415 francs pour le gaz naturel. Cet acheteur devra donc payer 3 245 francs, mais sera exempté de taxes sur le CO2. Pour le moment, il n'existe aucune subvention en cas d'investissement dans le biogaz à Fribourg. Afin de mieux comprendre les enjeux de l'utilisation du biogaz en Suisse, nous avons demandé à 2 personnes, impliquées différemment dans le biogaz, si elles étaient d'accord de répondre à nos questions. Nous nous sommes tout d'abord rendus dans les bâtiments de l'entreprise Groupe E à Fribourg. Pensez-vous que le biogaz porte une assez grande place en Suisse? Devrions-nous augmenter son développement? Donc, ouais, la production au niveau d'énergie reste marginale par rapport aux autres, mais il faut aussi faire des choses qui font du sens. C'est-à-dire, les matières premières, il faut vraiment que ce soit des matières adaptées. Il faut que ce soit des déchets organiques. On ne va pas commencer à cultiver du maïs ou des céréales comme en Allemagne pour produire une énergie, entre guillemets, verte. Donc, on a un bassin et puis des tonnages d'approvisionnement des matières premières qui est limité. Et puis c'est là autour qu'il faut construire le nombre d'installations qui fait du sens. Et là, le potentiel en Suisse, le potentiel qui reste, c'est les engrais de ferme. Donc les déchets non agricoles qui sont faciles à méthaniser sont déjà bien exploités. Par contre, les engrais de ferme en Suisse, on sait qu'actuellement on exploite environ 5% du potentiel. Alors il reste encore à choper les autres, 95% je dirais, mais c'est beaucoup plus difficile, quoi. Et puis pour pouvoir développer tout cela, il n'y a pas seulement la partie production d'énergie, mais c'est surtout l'aspect environnemental, le sujet qu'on vient de discuter par rapport au CO2. Essayer de capter tout ce méthane qui est émis maintenant par le milieu agricole et puis le transformer en énergie verte. Nous sommes ensuite allés à Puydou, dans le canton de Vaud, pour obtenir le point de vue d'un agriculteur et producteur de biogaz. Quel facteur pourrait influencer la Suisse à développer l'utilisation du biogaz?
Ben, c'est le coût de l'électricité de l'étranger qui devrait à la limite remonter parce que c'est ce qui casse le piment, disons, du marché actuellement. C'est la baisse des coûts de l'Allemagne, même pour l'énergie écologique renouvelable, qui est subventionnée, disons, par l'Allemagne, qui arrive chez nous à des prix imbattables, c'est-à-dire pas du tout concurrentiel pour nous, quoi. Je veux dire, on n'arrive pas, quoi. Donc, si on veut, c'est une production d'électricité qui est soutenue actuellement par le politique pour développer, mais c'est encore, ça ne va pas durer longtemps comme ça, quoi. C'est pas possible, c'est trop artificiel. De nos jours, le biogaz commence à porter une certaine place en Suisse. Il serait donc important de comprendre ses avantages et ses inconvénients pour pouvoir donner un avis favorable ou non à cette nouvelle technologie. Commençons par les inconvénients, puis nous verrons ses avantages. Voici tout d'abord quelques inconvénients économiques. La précaution et le tri. Le biogaz demande un tri des déchets avec un soin particulier. Il faut absolument épargner toute erreur pour assurer le bon fonctionnement des installations. Il est nécessaire par exemple de trier toutes les nourritures et les plastiques. Ce processus engendre un certain coût avant sa production. L'investissement financier non rentable. Implanter une station de biogaz engendre un coût considérable de nos jours. L'achat du terrain, des machines et des infrastructures ne sont pas à prendre à la légère et ne sont pas à la portée de tout le monde. Il est pourtant possible de générer des bénéfices à long terme. Cependant, la rentabilité est minimale et sa part d'énergie reste encore marginale en Suisse. Ensuite, quelques inconvénients agronomiques. Attention aux accidents. Les sites de biogaz ne sont pas sans danger. Une ancienne installation de biogaz a été détruite en 2007 à Daugendorf en Allemagne. Le digesteur de 20 mètres de haut et de 17 mètres de diamètre a explosé. La biomasse a été éjectée à une distance dépassant les 200 mètres et la station a connu de nombreux dégâts matériels. En cause, une erreur de dimensionnement statique du digesteur. Les sources de matière. Il n'est pas toujours facile de dénicher un endroit capable de saisir de grandes masses de matière organique. Le biogaz demande, pour sa production, des régions contenant un bon gisement. Et voici pour finir les inconvénients environnementaux. Les gaz polluants. Le méthane est également un gaz à effet de serre. Il constitue 17% des gaz causant le réchauffement climatique. Le biogaz est constitué de méthane. En cas de problème avec un digesteur ou de fuite, l'environnement pourrait être sévèrement pollué. Le digestat peut aussi produire un gaz à effet de serre très puissant, l'azote transformé en NH3. C'est lorsque l'agriculteur utilisera ce digestat que la pollution va être créée. Dernier inconvénient, la pollution du paysage. Une station de biogaz peut gêner les habitants à proximité. Selon ces personnes, elle polluerait visuellement le paysage. Cela s'appelle l'effet NIMBY. Not in my backyard. Pas dans mon jardin. Il est donc compliqué de trouver un emplacement pour de telles installations. Est-ce une énergie rentable à long terme ou à court terme? Alors rentable, oui, actuellement par le soutien de la RPC, donc la subvention par le soutien écologique, mais il ne va pas toujours durer. Donc moi j'ai un contrat qui est jusqu'en 2027. En 2027, je serai soumis à être au prix du marché. Donc c'est la catastrophe parce que le prix du marché actuel, c'est 8 centimes le kilowatt, 6 centimes même. Donc voilà. Alors, c'est un petit peu l'inconnu pour 2027. Je suis dans les premiers, justement j'étais dans les premiers à produire, je suis dans les premiers à
sortir de ce contrat RPC, quoi, qui ne sera pas renouvelé. Est-il possible de réduire les coûts des installations de biogaz? Actuellement, en Suisse, avec nos réglementations, nos législations, très très difficile. On voit que ça devient toujours plus compliqué, plus contraignant, il y a toujours plus d'exigences à tous les niveaux, au niveau de réglementation, soit au niveau de l'exploitation, mais aussi au niveau de sécurité. Donc on demande toujours un petit peu plus des équipements, plus de documents, plus de certificats. Et puis là, l'évolution va dans l'autre sens, donc les installations deviennent toujours plus chères. Les avantages. Voici tout d'abord quelques avantages économiques. La création de revenus. Les matières organiques, qui normalement ne sont pas réutilisables, sont réutilisées afin de générer des produits à valeur ajoutée. On fabrique donc de nouveaux produits rentables tels que le biocarburant, de l'engrais, de la chaleur ou encore de l'électricité. Ensuite, la création d'entreprises locales. La création du biogaz apporte à de nouvelles entreprises la possibilité de se développer. La création de nouveaux emplois. La création d'usines de biogaz aura pour effet de créer de l'emploi. La conception, la construction, l'exploitation, la maintenance des usines, le transport ou encore la mise en vente des produits demandent une grande contribution des ressources humaines. Une énergie locale. Contrairement à l'énergie fossile qui provient souvent de très loin, le biogaz a pour avantage d'être très près de ses consommateurs, ce qui va donc réduire de manière conséquente les coûts de transport. De plus, les produits fertilisants utilisés par les agriculteurs ne demandent aucun transport. Ils se trouvent directement chez l'agriculteur. Ensuite, quelques avantages agronomiques. Le lisier et le fumier. La méthanisation permet une transformation du lisier comme du fumier en produits fertilisants, qui sont plus facilement absorbés par les plantes et diminuent les agents pathogènes et les odeurs. Et pour finir, les avantages environnementaux. La réduction des sites d'enfouissement. Le biogaz permet de réduire les sites d'enfouissement et la gestion durable des déchets organiques. En récupérant ces matières, nous réduisons fortement notre taux de déchets et nous augmentons la durée de vie des sites d'enfouissement. L'amélioration du confort. La transformation des matières organiques en biogaz diminue les odeurs dégagées par les sites d'enfouissement. Les résidents proches auront le droit à un meilleur confort. Lutte contre la déforestation. Dans certains pays en voie de développement, l'utilisation de bois comme carburant est un problème pour les forêts locales. Le biogaz permettrait de limiter les coupes massives d'arbres. Dernier avantage, et sûrement le plus important, la réduction du CO2. Le réchauffement climatique est un sujet très préoccupant de nos jours. Nous cherchons de plus en plus à le freiner avec des sources d'énergie durables. Le biogaz, issu du phénomène de la méthanisation, est une source d'énergie renouvelable, qui permet de réduire notre forte utilisation des énergies fossiles. À votre avis, est-ce que le biogaz pourrait être une solution viable et durable dans la transition énergétique mondiale? Certainement, le biogaz a vraiment un grand rôle à jouer. Je dis un grand rôle, attention au niveau production d'énergie, ça restera toujours marginal. C'est des petites quantités. Mais grâce aux avantages qu'on vient aussi de citer, grâce à l'injection aussi, donc il n'y a pas seulement la production d'électricité et de chaleur, il y a aussi des installations, par exemple des steppes ou autres, qui injectent le gaz dans le réseau de gaz naturel, qui est quand même, à mon avis, le plus grand potentiel par rapport au stockage d'énergie. Donc tout ce gaz qu'on arrive à mettre dans ce réseau qui est déjà existant permet de stocker une énergie et puis de réutiliser au moment voulu.
Bien que le biogaz soit une énergie émergente, il n'en reste pas moins prometteur. La société actuelle tente désespérément de trouver des moyens afin de préserver les ressources disponibles et sensibiliser la population à l'impact de la surconsommation. L'utilisation du biogaz et son développement sont ainsi les résultats d'un effort commun en matière de transition énergétique. En utilisant des produits d'origine biologique et des mécanismes naturels, il apparaît comme une alternative de choix face aux énergies fossiles. Le biogaz permet non seulement une prise en charge des déchets, mais représente également une source d'énergie verte non négligeable. En plus de cela, les produits du processus de méthanisation nous sont d'une réelle utilité et peuvent être les engrais de la future génération de biodéchets. Ils laissent penser à un véritable progrès au niveau de nos habitudes de consommation. Pourquoi n'est-il donc pas plus présent ? Comme énoncé, le biogaz reste une énergie très jeune et, malgré son potentiel, beaucoup de choses restent à mettre sur pied. L'Allemagne a depuis les années 2000 mis l'accent sur une politique renouvelable, mais il n'en est pas question dans tous les pays, car il est vrai que le biogaz relève d'un coût certain. Qu'il s'agisse du remplacement et de l'entretien des nouvelles infrastructures, sans oublier le développement des technologies. C'est surtout une énergie qui, pour le moment, n'est tout simplement pas rentable. Comparativement à son aîné et concurrent direct, le gaz naturel, le biogaz est loin d'être une évidence. Un développement en Suisse sur le schéma allemand est tout à fait envisageable. Il ne faut néanmoins pas compter uniquement là-dessus. L'Allemagne a avant tout le monde mis au point d'honneur au développement de ces énergies, mais il a fallu une vingtaine d'années et de nombreuses modifications pour parvenir à une fin acceptable. La Suisse tente aussi une percée dans les énergies vertes, mais le biogaz reste minoritaire face à des moyens plus rentables, qui ont déjà fait leurs preuves, notamment le secteur hydraulique. Une évolution trop rapide serait contre-productive et amènerait de sérieuses lacunes tant économiques qu'énergétiques. C'est un fait. Dans son état actuel, le biogaz ne se démarque pas comme étant la solution pour un avenir teinté de vert. En revanche, il remplit pour l'instant très bien les rôles écologiques qui lui sont attribués et contribue, bien que minimalement, à la hausse de la consommation d'énergie renouvelable. Le biogaz est également le témoin d'un monde qui est déterminé à changer et qui est conscient de l'importance de son environnement. Il est certain que le biogaz n'en est qu'à ses débuts et que son utilisation continuera de croître. Il est actuellement impensable d'imaginer que le biogaz puisse un jour rivaliser avec des énergies vertes, telles que l'éolien ou même le photovoltaïque. Mais qui sait, un jour peut-être, il concurrencera directement le gaz naturel.